Bonjour. Alors, je ne sais pas si on peut démarrer ou pas. J'attends encore? Très bien. Bon, bonjour à tous quand même. Alors peut-être puisqu'il y a un siège sur deux qui est pris, il reste des places devant, hein, c'est marqué réservé, mais on ne va pas être autant. Donc n'hésitez pas à vous approcher. Bon, bah écoutez, c'est l'heure, je vous propose qu'on démarre. Ravi de voir finalement que la salle est quasi pleine, considérant les contraintes d'espace et de distanciation. Aujourd'hui, effectivement, il y a une intervention de notre part, Ecoact, mais qui sera aussi imagée par Atos, dont j'aurai le plaisir d'introduire tout à l'heure l'intervenant. On est là pour parler de comment atteindre le zéro émission net. On entend beaucoup parler. On entend aussi beaucoup parler de la neutralité carbone. Voilà, nous, on a une définition, une vision qui se basera sur ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, même si effectivement des discussions sont en cours, hein, tout simplement, pour partager les mêmes objectifs, les mêmes définitions. En tout cas, c'est aujourd'hui notre approche à l'heure actuelle. Mais avant de rentrer dans le sujet, un peu pour vous réveiller si c'est nécessaire, parce que vous venez, je pense, tous comme moi de manger. Voilà, un petit interrogatoire gentil. La première des questions que j'avais envie de vous poser, c'est voilà, est-ce que globalement, tout le monde connaît l'objectif de réduction à partir de maintenant jusqu'à 2030 pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, c'est ça. Ça représente... Allez-y. Pas loin. Alors, en fait, c'est 7,5 si on veut atteindre les objectifs. L'autre indicateur qui est intéressant, c'est qu'on a grosso modo 3000 jours pour diviser par deux. Effectivement, on a entendu 50% nos émissions. Bon, 10 ans, quoi. L'autre question, on en a beaucoup entendu parler. À votre avis, enfin, quelles sont les estimations, parce qu'on en est encore franchement à des estimations, de l'impact que la crise du coronavirus va avoir sur nos émissions de gaz à effet de serre mondiales? 0,1, 0,1%? Enfin 0,1%, d'accord? 0,01, d'accord? 8, très bien. Il y a quand même un sacré écart entre les deux. Un autre pronostic? Bon, je vois que vous connaissez déjà la réponse. Alors, bon, selon les sources, franchement, c'est pas simple hein, d'avoir ces estimations, mais voilà, on est entre 5 et 7% par an. Donc le message quand même qu'il y a derrière, c'est que la trajectoire de réduction qui devrait nous attendre si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est alors de ne pas vivre le Covid tous les ans, mais en tout cas, c'est la diminution de gaz à effet de serre que devrait représenter la crise du Covid à l'échelle mondiale. Bon, la marche est assez haute, hein, on s'entend. Alors, parallèlement à ça, de combien de pourcents a bondi l'utilisation d'Internet pendant le confinement et globalement des réseaux, hein, parce que derrière Internet, on parle des réseaux. 500%. D'accord, 500%, c'est beaucoup, mais ok, c'est noté. Pardon? 50. 50%, bravo. Félicitations. Il n'y a rien à gagner, j'ai pas précisé.
Désolé. Et la dernière puisqu'on est là pour parler de neutralité carbone, de combien d'entreprises du CAC 40 sont engagées dans une trajectoire net zéro? J'ai pas entendu, j'entends pas les réponses. 5, 3. Ouais, d'accord, il y a un peu de tout. Bon, selon nous, il y en a 40%. Ça correspond du coup à 16 entreprises. Alors, c'est selon nous parce que, bon, j'en profite pour faire un peu de teasing. Un rapport va sortir bientôt sur. Ça ressemble à un observatoire réalisé par EcoAct et dans lequel, justement, on regarde un peu les entreprises du CAC 40 et d'autres indices, et notamment leur engagement sur cette trajectoire. Bien, je vous propose qu'on passe maintenant au vif du sujet. On avait réalisé une petite vidéo à l'occasion. Bon, c'est pas l'occasion de se rendormir, hein, je préfère le dire. Nous vivons une crise climatique sans précédent. Pour en limiter les effets, il faut atteindre l'objectif zéro émission nette. Concrètement, cela signifie que nous ne devons ajouter aucun gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère. Cette trajectoire exige 2 actions. Une réduction massive des émissions pour qu'elles se rapprochent le plus possible de zéro, et la séquestration des émissions résiduelles dans des puits de carbone. Le changement climatique représente pour les organisations une menace bien réelle. Mais la transition vers une économie décarbonée constitue aussi pour elle une formidable opportunité. Un gisement de développement et d'innovation économique et sociale. Les organisations doivent donc dès aujourd'hui s'engager dans une démarche ambitieuse vers zéro émission nette en plusieurs étapes. D'abord, elles doivent comprendre et mesurer l'impact de leurs activités sur le climat afin d'établir une stratégie et de fixer des objectifs alignés sur la science climatique. Ensuite, elles doivent prendre des mesures urgentes pour réduire leurs émissions, en favorisant l'innovation, l'éco-conception, les énergies renouvelables et la collaboration entre les différentes parties prenantes. Enfin, les organisations doivent compenser toutes leurs émissions résiduelles en même temps qu'elles s'engagent dans la réduction. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone, une étape essentielle pour atteindre l'objectif zéro émission nette. La compensation se fait grâce au financement de projets certifiés de réduction. Une organisation pourra atteindre zéro émission nette en séquestrant ses émissions résiduelles avec des projets certifiés de plantation de forêts, par exemple, ou de restauration des mangroves. L'action en faveur du climat permettra de pérenniser chaque organisation. Il est vital qu'ensemble, nous passions à une société zéro émission nette. Téléchargez dès à présent le programme A2Zero. Votre voyage commence ici. Bon, voilà, bon, c'était une petite promotion. Mais surtout, le message important, c'est une introduction à comment on atteint le zéro émission net. Où on a entendu parler de la mesure, de la réduction, de la compensation carbone, de séquestration. Voilà, tout ça, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Et bien évidemment, il y aura une phase de questions qui est normalement assez longue, parce que c'est un enjeu primordial à nos yeux et que l'échange est aussi primordial. Alors rapidement, quelques mots sur EcoAct, parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. On est une entreprise on va dire avec 2 activités principales, une activité de conseil et une activité de montage de projets dans les pays en développement. On est aujourd'hui à peu près 160 collaborateurs passionnés par ce sujet de la préservation du climat et répartis un peu partout dans le monde, enfin, principalement en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, voilà, on a réalisé énormément de missions de conseil et développé énormément de projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas l'enjeu. L'ambition zéro émission nette, on en entend effectivement parler beaucoup par les entreprises. Mais faut savoir que finalement ça vient d'un objectif initial discuté à l'échelle des Nations Unies, et notamment suite au dernier rapport du GIEC, au 5e rapport du GIEC, c'était pas le dernier, qui était un préambule finalement aux négociations de la COP 21 qui s'est déroulée à Paris, qui, dans ce rapport, la synthèse, en tout cas vis-à-vis de la neutralité carbone, c'est qu'elle était exigée à partir de seconde moitié de la deuxième partie du siècle, pour pouvoir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc cet engagement a été entériné par la COP 21. Depuis la COP 21, voilà, énormément d'initiatives, que ce soit par des pays, des grandes villes, des institutions,
Bien évidemment, des entreprises, comme on l'a déjà dit, sont engagées à atteindre cette neutralité carbone à horizon 2050. Et un des derniers rapports, pour le coup, du GIEC sur la question de l'objectif en termes de degrés, finalement, a sorti la conclusion que pour atteindre une limitation de la hausse de température à 1,5 degré, la neutralité carbone, donc l'atteinte de zéro émission nette, doit se faire avant 2050. Voilà. Et donc depuis, comme je vous le disais, énormément d'investisseurs, d'États et d'entreprises s'engagent dans le zéro émission net. Alors, je pense que tout le monde le sait, mais ça vaut peut-être le coup quand même de le redire. Voilà, le zéro émission net à 2050 est le scénario qui permettrait d'augmenter la probabilité de limiter le réchauffement climatique et de préserver notre climat. Bien évidemment, si on n'atteint pas ces solutions, enfin cet objectif, voilà, vous voyez les trajectoires du GIEC, où on parle très souvent du scénario 4 degrés. Alors il y a un scénario qui n'apparaît pas ici, c'est le scénario 7 degrés, qui correspond au scénario de la fonte du permafrost, qui contient énormément de méthane. Et pour rappel, le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Bon, globalement, je ne vais pas faire le dramaturge, mais voilà, un monde à 4 degrés, voire 7 degrés, c'est catastrophique pour tous les écosystèmes et aussi pour tout simplement les hommes. Donc selon nous, pour atteindre le zéro émission net, le principal, voilà, vous avez ici les 6 étapes essentielles qui correspondent dans un premier temps à identifier vos enjeux. Donc dans l'identification de vos enjeux, on est surtout dans la compréhension de vos impacts essentiellement. Ensuite, l'étape qui va suivre, qui peut être menée d'ailleurs en parallèle, ça va être d'anticiper votre transition. L'anticipation des transitions correspond à l'analyse finalement de scénarios climatiques. Vous avez peut-être entendu parler du cadre de la TCFD. Bon, finalement, ça reprend ces idées-là. Donc l'analyse de scénarios climatiques, que ce soit dans le cadre d'analyse de risques physiques. Donc qu'est-ce que impliquera un monde 4 degrés, un monde 2 degrés, un monde 7 degrés pour mon activité en tant qu'industriel ou en tant que collectivité. Mais que veut dire aussi, finalement, pour ces mêmes personnes-là, un monde bas carbone, en termes de contraintes, en termes de réglementation. Et ça, j'insiste un peu longuement dessus, parce que c'est vraiment une étape indispensable, j'ai envie de vous dire, pour fixer des objectifs en ligne avec le net zéro émission. Ce n'est pas qu'une histoire de comptabilisation, c'est une histoire de stratégie. Et pour bien maîtriser sa stratégie, il faut aussi comprendre ses risques et ses opportunités. Et c'est vraiment l'enjeu de cette étape. Une fois que on a fait tout ça, on va mettre en place effectivement des plans d'action, des trajectoires de réduction. Dans notre idée, ces trajectoires de réduction, si on veut atteindre la neutralité carbone et le net zéro, ils doivent être alignés avec ce que nous recommandent les scientifiques. Donc vous avez sûrement entendu parler de l'initiative Science Based Target, qui reprend les travaux de l'Agence internationale de l'énergie, qui ont défini finalement des méthodologies qui permettent de justement se fixer des objectifs à court et moyen terme, conformément finalement à des budgets carbone qui nous sont, entre guillemets, autorisés par les scientifiques. Et une fois qu'on a fait tout ça, on rentre, on va dire, dans le vif du sujet, et c'est là que l'intervention d'Atos va être intéressante, c'est la transformation. Parce que la lutte contre le changement climatique, c'est pas comment je pourrais dire ça, des petites mesures, c'est de la transformation. C'est pas de l'optimisation opérationnelle, c'est de la transformation. La vraie différence, c'est que derrière, vous avez des questions sur votre business model, les services que vous proposez, qui doivent être quelque part réanalysés sous l'angle de la lutte contre le changement climatique. Alors bien évidemment, dedans, on va retrouver l'approvisionnement en énergie renouvelable, les circuits courts, la gestion des déchets et l'éco-conception, mais tout ça vise quand même, voilà, une remise en question en réalité de son business. Et enfin, l'atteinte du zéro émission net au travers, comme on l'a dit dans la vidéo,
de projets de séquestration carbone, mais aussi de projets de lutte globalement contre le changement climatique. Dans la compensation carbone, on parle de projets de préservation de forêts ou encore de projets d'efficacité énergétique. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, notamment parce qu'on constate que les émissions de gaz à effet de serre des pays en développement sont en nette hausse depuis 1990, plus 200% approximativement. Tandis qu'effectivement, nous, on diminue, alors un petit peu, hein, c'est pas énorme, mais voilà, on voit que si on veut réussir le pari de l'accord de Paris, justement, il est nécessaire de réduire effectivement drastiquement chez nous, dans les pays développés, mais aussi d'accompagner les pays en développement et la finance carbone, les mécanismes de compensation carbone sont un des moyens, enfin est un des moyens justement de participer à cette lutte globale contre les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, pour ma part, j'en ai fini. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura une séance de questions-réponses, donc n'hésitez surtout pas à nous en poser, des fâcheuses comme des moins fâcheuses. Sans plus tarder, je vous prie d'accueillir Philippe Marraine, qui est notamment, mais tu auras l'occasion, Philippe, de te présenter mieux, responsable de toute la stratégie RSE du groupe Atos. Donc, bonjour à tous. Merci Arnaud de l'invitation pour témoigner. Donc, Philippe Marraine, effectivement, je suis responsable de la stratégie de transformation digitale d'Atos et puis aussi de toute notre politique qu'on appelait de Corporate and Social Responsibility, mais de plus en plus de décarbonation. Donc, ce que je voudrais vous proposer peut-être, c'est simplement de reprendre, effectivement, comme Arnaud l'a très bien dit, toute cette démarche et puis de vous expliquer avec l'exemple concret d'une entreprise informatique. Donc Atos est un leader en fait des solutions digitales. On a 110 000 collaborateurs dans le monde, on est dans 72 pays, on est 10 000 en France. Et puis on a engagé l'entreprise justement sur cette stratégie de décarbonation. Et quand on parle d'identifier nos enjeux, je voulais juste commencer peut-être aussi par deux questions. Est-ce que vous savez la responsabilité aujourd'hui de l'informatique dans les émissions globales de la planète? Quel pourcentage? Exactement 4%. On anticipe 8% en 2030. Donc dans 10 ans, évidemment, avec l'explosion de l'informatique et de les données partout, l'Internet des objets en particulier, on anticipe un doublement de cette responsabilité quelque part dans les émissions globales de la planète. Donc l'informatique est une partie du problème. C'est aussi une bonne partie de la solution. Est-ce que vous savez quel est un peu l'impact de la digitalisation dans les meilleurs scénarios pour la baisse, l'impact que peut représenter des solutions digitales pour la baisse en fait, des émissions globales dans la planète? Quel peut être l'effet de levier? Donc là, c'est les solutions digitales qui aident à décarboner un certain nombre de processus en étant plus intelligents. Donc on estime en gros entre 15 et 20% l'impact des solutions digitales pour décarboner un certain nombre de processus, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc nos enjeux, nous, ils sont clairs, 4% de responsabilité dans les émissions globales de la planète. On a d'autres enjeux, bien évidemment. Aujourd'hui, pour une entreprise comme les nôtres, on recrute 20 000 jeunes qui sortent d'université par an. Donc ces 20 000 jeunes ne veulent plus travailler dans des entreprises qui ne s'occupent pas de la planète, donc c'est très clair. Donc on a des enjeux de ressources humaines, on a des enjeux de clients. Tous nos clients nous demandent comment vous pouvez nous aider à aller vers la neutralité carbone, exactement ce que tu as dit Arnaud. Puis on a même nos investisseurs aujourd'hui, où certains investisseurs de toute façon n'investissent plus dans des entreprises, en particulier si vous pensez à tous les investisseurs qui viennent du nord de l'Europe, n'investissent plus dans des entreprises qui ne sont pas crédibles et qui n'ont pas fixé un objectif de net zéro. Vous voyez, pour toutes ces raisons-là, nous, on a mis la décarbonation dans notre raison d'être, puisque, comme vous le savez, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en France l'année dernière, qui demande aux entreprises pas simplement de maximiser leurs profits, mais aussi d'exprimer leur utilité sociale et comment elles souhaitent contribuer finalement au bien de la société. Et nous, on a mis la décarbonation comme étant au cœur de notre raison d'être. Donc ça, c'est pour les enjeux. En fait, sur notre trajectoire, on s'est calé, Arnaud, sur la trajectoire que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit, nous,
on va suivre les Science-Based Targets pour contribuer à la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré. Donc on s'est mis sous cette trajectoire-là. Ça veut dire 50% de réduction de nos émissions de carbone d'ici 2030, hein, exactement comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et donc 50% de nos réductions de carbone, ce n'est pas simplement le carbone qu'on appelle sous notre contrôle. Le carbone sous notre contrôle, c'est les voyages et les déplacements de nos collaborateurs, c'est nos data centers, c'est nos bureaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre carbone sous contrôle. Pour l'instant, pour Atos, c'est à peu près 300 000 tonnes de carbone par an. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le carbone sous influence, c'est-à-dire toute notre supply chain, notre chaîne logistique. C'est aussi les produits qu'on vend à nos clients, qui eux-mêmes génèrent de l'impact carbone. Et ce carbone sous influence, pour nous, c'est 4 millions de tonnes. Donc vous voyez, on a sous notre strict contrôle à peu près 300 000 tonnes, et sous notre influence, 4 millions de tonnes. Et en fait, notre trajectoire, elle est basée sur le carbone qui est à la fois sous notre contrôle et sous notre influence. Hein. Et c'est ça qu'on essaie de réduire de 50% dans les 10 prochaines années. Donc ça, c'est sur notre trajectoire. Après, sur les transformations, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement pour réduire notre empreinte carbone et ensuite, effectivement, pour passer au net zéro? Donc la première chose, et le premier, je dirais, challenge qu'on a, c'est de mesurer correctement notre empreinte carbone. Alors ça paraît évident de le dire comme ça, pour une entreprise du CAC 40, etc. Mais non, hein, ce n'est pas si simple que ça. Mesurer concrètement l'empreinte carbone de tous nos services informatiques, c'est quelque chose qui, pour nous, est un énorme challenge. Alors évidemment, on peut l'estimer. Les chiffres que je donnais sont une estimation raisonnable. Mais on n'en a pas fini de développer des systèmes pour essayer de calculer précisément, par exemple, la consommation énergétique d'un ordinateur, la consommation énergétique d'un smartphone, etc. Et donc, on développe énormément de recherches dans ce sens-là. Et on développe de ce qu'on appelle des immenses bases de données, qu'on appelle des Decarbonization Data Platforms. Donc, en fait, des immenses bases de données qui sont capables de collecter en temps réel des estimations, pas les estimations sur catalogue, ce que nous disent les fournisseurs d'ordinateurs, etc., ou pas nos propres estimations, mais la consommation réelle d'informatique aujourd'hui par nos clients ou pour nos propres usages. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, et nous-mêmes, on est en transformation. Hein, on n'est encore pas en situation de le faire pour tous nos assets. Le deuxième effectivement, action qu'on a, c'est comment, concrètement, on réduit de 50%. Donc, comment on fait, hein? Donc là, ici, effectivement, il y a énormément de travail sur l'énergie. Alors nous, quand on regarde, par exemple, notre propre empreinte carbone sous contrôle, on a 40% les data centers, on a à peu près 20% les voyages, enfin 30% les voyages et 30% les bureaux. Hein, c'est à peu près ça. Donc si on réfléchit à tous nos services informatiques, les centres de données informatiques, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'optimiser en fait la consommation énergétique de l'ensemble de ces centres de données. Alors comment est-ce qu'on fait? Premièrement, on essaie de voir si on peut trouver de l'énergie décarbonée, mais aussi arriver à faire fonctionner ce matériel informatique sous des nouvelles formes d'énergie. Donc on a une recherche, par exemple, pour essayer de voir si nos supercalculateurs qu'on vend à plein de clients, par exemple Météo France, par exemple des centres de recherche, etc., des grands industriels, peuvent fonctionner avec de l'hydrogène. Un peu de la même façon que vous avez des voitures aujourd'hui, on se demande comment elles peuvent fonctionner à l'hydrogène, on fait la même chose sur les ordinateurs. Donc ça, c'est une énorme recherche. On pense être capable, dans 1 an, de faire fonctionner notre premier supercalculateur avec de l'hydrogène, donc sans aucune énergie du réseau. Ce qui est important parce que dans certains pays, il est très très difficile de trouver l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est la première action. On a une deuxième action, effectivement, qui est aussi sur l'efficacité énergétique du matériel informatique. Il faut savoir que la puissance de calcul de nos ordinateurs double tous les 18 mois. Quand vous regardez les nouvelles générations d'iPhone, etc., ça double. Et donc, on ne peut pas doubler la consommation d'énergie à chaque fois qu'on double les capacités. Donc aujourd'hui, on estime qu'on est capable, pour un matériel qui est 2 fois plus puissant, de consommer 30% de plus d'énergie. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait homothétique. Mais on doit aller plus loin que ça. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des matériels 2 fois plus puissants qui consomment exactement la même énergie. Donc ça, c'est une énorme recherche aussi qui doit nous aider progressivement à diminuer les émissions de carbone. Voilà, 2 exemples un peu concrets. Et puis évidemment, on a une troisième volet qu'on vit aujourd'hui avec la crise du coronavirus, hein, qui est comment est-ce qu'on réinvente la façon de travailler de nos collaborateurs. Ce n'est pas propre simplement à Atos, je dirais, mais c'est pour l'ensemble de toutes les entreprises. Atos avait une tradition déjà très longue de travail à la maison, hein, de ce qu'on appelait de notre jargon le remote working ou home working.
Et donc, on était à 30% de collaborateurs avant le coronavirus qui travaillaient déjà dans ce mode-là. Dans l'informatique, hein, ce sont des systèmes, ce sont des organisations ou des métiers qui s'y prêtent relativement facilement. Avec le coronavirus, évidemment, on est monté à 96%, mais on pense qu'on ne reviendra pas à 30%. On pense qu'on aura à l'avenir à peu près 2 tiers de nos collaborateurs qui travailleront, et on essaie d'organiser 2 tiers de travail depuis la maison, 1 tiers de travail depuis le bureau. Et donc ça veut dire que ça a d'énormes impacts, évidemment, sur la consommation énergétique des bâtiments, sur l'utilisation des transports par les collaborateurs. Et donc cet impact-là que Arnaud, tu disais un petit peu quel est l'effet du coronavirus, hein, les 8% ou entre 5 et 7, etc. Bref, nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les pérenniser dans le temps. Hein. Donc ça, c'est une troisième action, si vous voulez, qui vous donne un petit peu des idées sur comment on procède. Donc encore une fois, la mesure, mais aussi le passage aux énergies vertes, les optimisations de puissance, et puis des nouvelles façons de travailler qui peuvent nous aider à y arriver. Voilà, je peux continuer, mais c'est juste pour vous donner quelques illustrations. Alors ensuite, quand on arrive aux émissions nettes, alors nous, on s'est posé une question, Arnaud, c'est que, vu l'ampleur du carbone à séquestrer, parce que même si on fait les 50%, et même si nos fournisseurs et nos clients, on arrive à embarquer sur ces 50%, vous voyez que ça fait encore 2 millions de tonnes de carbone hein, en 2030, etc. Donc c'est quand même des grosses masses pour une entreprise. Et donc on se dit, est-ce qu'il y aura assez d'arbres sur la planète, quoi ? Enfin, est-ce qu'on va arriver à tout séquestrer ? Est-ce qu'on va arriver à planter assez d'arbres ? Bon. Et donc on a engagé une recherche, nous aussi, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de séquestrer du carbone. Et donc c'est une recherche qu'on fait, qui est publique, qu'on fait avec une grande entreprise aussi qui s'appelle Total, une entreprise française, qui est, est-ce qu'on peut, qui ont le même problème évidemment, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'illustration de la recherche digitale, c'est comment est-ce qu'on peut inventer des nouveaux matériaux qui sont capables de capturer le carbone de l'atmosphère. Et aujourd'hui, cette recherche-là, elle est extrêmement difficile parce que ce sont des molécules à plus de 50 atomes qui sont extrêmement difficiles de simuler les réactions chimiques, etc., avec les calculateurs et la puissance informatique dont on dispose. Et donc, c'est un premier champ d'application. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du quantum computing, mais qui est en fait l'informatique quantique, donc un saut énorme dans l'informatique, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les programmes informatiques sont écrits avec des 1 et des 0, hein, ce qu'on appelle les bits. Et demain, peuvent être écrits en gros avec toutes les lettres de l'alphabet. C'est l'informatique quantique, en fonction de l'état d'excitation des molécules. Et donc, en fait, cette technologie-là, qui est révolutionnaire, nous permet aujourd'hui d'avoir une puissance de calcul qui va être sans commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, elle est utilisée, cette recherche-là, pour simuler justement ces réactions chimiques très complexes qui permettront, alors les meilleurs, les plus optimistes disent dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais d'élaborer en fait ce type de matériau qui est capable directement de capturer du carbone de l'atmosphère comme le font les feuilles des arbres. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose aussi qui va nous aider sur le long terme à faire de la compensation carbone et faire en sorte qu'on ne soit plus forcément tous à essayer justement de trouver des modalités de séquestration, etc., mais qu'on ait plusieurs technologies et plusieurs options à notre disposition. Donc voilà, en deux mots, un petit peu la démarche d'Atos. Je termine peut-être par 2 exemples, puisque Arnaud m'avait demandé de le faire, sur l'autre volet, qui n'est pas comment est-ce qu'on réduit les émissions de carbone d'une entreprise, mais plutôt comment est-ce qu'on aide nos clients à réduire leurs propres émissions de carbone. Et comment une solution digitale, en 2-3 exemples là-dessus. On travaille par exemple avec des clients, vous connaissez ces compagnies de transport maritime, ces énormes cargos qui transportent des milliers de conteneurs sur les mers. Toute cette industrie marche au fioul aujourd'hui. Et donc ces cargos qui font le tour du monde pour livrer des conteneurs dans le transport maritime marchent à cette énergie-là. Et ce client-là a engagé une grande réforme pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut avoir ce qu'ils appellent des zéro carbon shipping, donc ce transport-là complètement décarboné. Et on les aide finalement avec des solutions d'intelligence artificielle qui permettent d'une première manière d'analyser un peu la route des bateaux, les conditions météo, l'optimisation effectivement des propulsions des bateaux, etc., pour en optimisant tous ces paramètres-là avec de l'intelligence artificielle, faire en sorte que même sur un trajet, ils arrivent à économiser 5 à 10% de fuel. Et ça, c'est déjà énorme en termes pour une entreprise comme celle-là, vu les masses en jeu. Donc, premier exemple, solution, et on les embarque sur ce qu'on appelle des edge computers, c'est-à-dire des mini data centers qui sont embarqués sur les bateaux. Un deuxième exemple, c'est comment est-ce qu'on peut aider l'industrie du recyclage avec des solutions intelligentes en informatique. Donc un exemple en Autriche où en fait le gouvernement autrichien a organisé une collection de données sur la qualité du plastique et si le plastique était facile à être recyclé ou pas.
vous savez qu'il y a différents types de plastique et que suivant la nature du plastique, ça peut être plus ou moins facile de recycler ce plastique. Et donc nous, on a mis en place la solution d'intelligence artificielle qui permet en fait de collecter toutes ces données et de dire aux fabricants de plastique, par exemple l'industrie agroalimentaire, je sais pas, des bouteilles d'eau, etc., de dire, voilà, si vous fabriquez du plastique de ce matériau-là ou de cette composition-là, vous avez 80% de chances de pouvoir le recycler, alors que si vous faites ce matériau-là, vous n'avez que 40% de chance. Donc vous voyez encore des solutions intelligentes qui peuvent permettre aussi de guider un certain nombre d'entreprises pour être plus efficaces. Et puis, je termine peut-être avec un dernier exemple. Un client qui fait de la gestion des eaux en Écosse et qui s'est aperçu en fait que dans le réseau de distribution d'eau, il y a beaucoup de fuites. Donc, alors il y a des fuites qui sont accidentelles, mais il y a des fuites aussi où il y a des personnes qui vont aller pomper de l'eau directement du réseau, comme certaines personnes vont essayer de tirer de l'électricité du réseau, je dirais, sans la payer, hein, donc plutôt de façon frauduleuse. Donc comment gérer un peu toutes ces anomalies qui sont responsables quand même d'énormes fuites dans le système et du coup à la fin d'une surconsommation d'eau. Donc là aussi, avec des solutions intelligentes, on est capable de repérer ce qu'on appelle des patterns. Donc on étudie en fait le comportement du réseau et on est capable, avec des séries de données, de se dire, tiens, là, il y a un type de consommation anormale parce qu'on voit, par exemple, une grande consommation d'eau en pleine nuit, etc. Ça ne doit pas se produire. Et donc on peut redonner un peu ces informations-là, effectivement, aux gestionnaires de réseau et leur dire, voilà, donc là, à mon avis, à cet endroit-là du réseau, il y a un petit problème, etc. Vous feriez bien de vérifier. Et donc à partir de là, on rentre dans un cercle vertueux aussi où on peut optimiser. Donc voilà, je m'arrête là, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples en disant que l'informatique, ce n'est pas uniquement la consommation et ce qu'on fait nous tous avec nos smartphones, etc. Mais aussi des solutions. Je termine peut-être en vous disant que au-delà de toutes les actions qu'on peut faire, il y a des questions aussi de comportement responsable de l'usage de l'informatique. Moi, à chaque fois que effectivement j'ai l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là, je suis toujours très surpris de voir autant d'attention sur la pollution automobile, etc., et une consommation illimitée de son smartphone, de ses SMS, de ses mails, vidéo streaming, etc. Et que la notion, si vous voulez, de frugalité ou de comportement responsable a beaucoup de mal à s'appliquer à l'informatique, parce que tout le monde considère que finalement, ça n'a aucune empreinte écologique. Enfin, et on a beaucoup de mal à expliquer ça. Et on voit les mêmes qui manifestent pour nous demander de réduire davantage et qui utilisent sans compter leur smartphone ou leur objet informatique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire par rapport à ça, et c'est surtout, c'est toute génération confondue, hein, mais on a essayé de développer des petites applications, donc j'en ai une sur mon smartphone, qui vous permet de vous dire en temps réel où vous en êtes de votre consommation informatique de la journée par rapport au bon benchmark. Donc ce qu'on appelle les Green Calculators, les applications. Donc en fonction du nombre d'emails que vous faites par jour, du nombre de SMS ou du nombre de conversations téléphoniques ou du nombre de vidéos que vous regardez sur votre smartphone, etc., ou votre télé, vous êtes capable de savoir où vous en êtes de votre empreinte informatique et comment est-ce avec des petits conseils pour pouvoir aussi la réduire. Donc voilà, donc nous on essaie de développer aussi ces comportements responsables, je dirais, dans la consommation d'entreprise, des consommations informatiques dans l'entreprise. Voilà, je m'arrête là Arnaud, parce que pour aussi évidemment avoir l'occasion d'échanger et de répondre à vos questions. Bon, merci beaucoup Philippe, des exemples très concrets. Je t'avoue que j'étais pas au courant de tout, donc j'ai même appris des choses. Voilà, du coup on en a fini de notre intervention. Je vous propose maintenant d'ouvrir aux questions, et donc on est à votre disposition avec Philippe pour tiens, c'est ça que oui. Avec Philippe pour y répondre. Oui. Oui, elle s'appelle Atos Green. Alors, elle est pas téléchargeable gratuitement, si c'est ça votre question. C'est un produit qu'on vend à nos clients, effectivement, mais qui est disponible. Oui. Non, pardon, non, vous avez tout à fait raison, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone de vos comportements informatiques, mais on a rajouté aussi d'autres modules, vos déplacements, etc. Oui.
semaine dernière, on a eu Velux qui s'est annoncé neutre en carbone à vie. Et donc aujourd'hui, le tweet est sponsorisé, vous pouvez y aller. Il s'avère que c'est sur 6% de son empreinte carbone. Il y a un fail en com affolant, c'est que Velux communique sur une neutralité carbone sur son empreinte carbone. Or, il s'avère que c'est que 6% des émissions. Vous êtes effectivement à 7,5%. J'ai fait le ratio entre vos émissions directes et vos émissions sous influence, il y a bien ce terme-là. Est-ce que vous pensez que cette communication est tenable encore aujourd'hui? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'elle est tenable avec des crédits carbone à 2-3 euros la tonne, sachant que ça devient, la compensation est une ligne dans un budget, et encore une fois, j'ai aussi travaillé pour l'immobilier, il faut soutenir ces projets, vraiment, il faut le faire. Mais est-ce que ce prix-là est toujours aussi tenable? La question s'adresse aux deux en même temps. Ouais. Ouais. Bah, je peux entamer sur Ouais, la je communication de voudrais Velux sur les deux questions qui sont très bonnes, et des excellentes questions. et tu compléteras. Alors, sur le terme, effectivement, il y a énormément de débats en ce moment sur les termes comment communiquer autour de la neutralité carbone. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est une norme qui s'appelle le PAS 2060. J'imagine que tu la connais. Qui définit un peu toute cette règle. C'est la seule norme, c'est la seule référence, on va dire, internationale qui permet de définir le terme et les engagements de neutralité carbone. Qu'est-ce que dit cette norme? Je ne rentre pas dans le contenu technique et je ne vais pas rentrer non plus dans les échanges qu'il y a en ce moment même de normalisation pour faire une norme ISO sur la neutralité carbone. Elle dit qu'en gros, on peut communiquer sur le terme neutralité carbone à partir du moment où on est franc, honnête sur le périmètre, qu'on le communique et qu'on n'essaye pas de vendre une neutralité carbone complète quand il s'agit de 6% des émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence c'est le cas de Velux. Donc pour moi, la réponse à la question, c'est non, ce n'est pas tenable parce que, à la rigueur, on pourrait dire neutralité carbone sur un bout finalement de l'activité, en détaillant l'activité, en détaillant qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui est fait pour réduire et quels sont les projets qui sont utilisés pour compenser. Voilà, moi je pense que le terme neutralité carbone peut être aujourd'hui utilisé, c'est ce que font certaines, mais avec certaines conditions de transparence. Et en aucun cas de la neutralité carbone sur un environnement, à l'échelle globale de l'entreprise, notamment quand c'est 6%. Sur la deuxième question, aujourd'hui les prix des crédits carbone dépendent de la manière dont sont financés les projets. Ils peuvent être financés entièrement par le crédit carbone en tant que tel. Nous portons un projet EcoAct de compensation carbone au Kenya. Il est financé uniquement au travers justement du crédit carbone. Alors, pour être tout à fait honnête, le financement arrive avant qu'on les vende, parce que sinon le projet ne voit pas le jour. Que ce soit clair. Mais cela dit, finalement, le financeur parie sur la génération des crédits carbone, et c'est pour ça, en fait, finalement, qu'il finance ce projet. Il n'y a pas de rentabilité ou quoi que ce soit dans ce projet-là. Et le prix à la tonne, il est effectivement de ces ordres de grandeur-là. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, ça va dépendre des projets, mais des projets industriels tels que fermes éoliennes, solaires, clairement, quand on voit effectivement sur le prix du marché 2-3 euros, ce n'est pas financé uniquement par du crédit carbone. C'est clair, on parle de projets de plusieurs millions d'euros. Donc ils sont financés par d'autres financeurs dont les modalités sont plus classiques, de prêt, donc avec une rentabilité sur le prêt. Mais finalement, ce financeur-là n'est pas très intéressé par le crédit carbone. Ce qui fait qu'in fine, le prix du crédit carbone est si bas parce qu'il vient compléter le financement pour que le projet voie le jour. Et c'est ce qui explique en fait ces prix bas. Donc pour moi aujourd'hui, est-ce que c'est soutenable? J'avoue que j'ai envie de dire, j'ai des exemples qui me montrent que oui. Est-ce que c'est vrai dans tous les cas? Franchement, je ne saurais pas dire. Et nous, d'ailleurs, de notre côté, quand on travaille avec des porteurs de projets, justement, on analyse énormément cette notion d'additionnalité pour justement nous prémunir d'un projet qui génère des crédits carbone, mais qui finalement n'avait pas besoin de la finance carbone pour pouvoir voir le jour.
Donc voilà mes réponses. Et Philippe, si tu veux compléter. Non, juste deux compléments. Mais merci pour cette très bonne question. Sur la première, je pense que je partage l'avis d'Arnaud. Je pense que c'est de moins en moins tenable. Et une des raisons pour lesquelles, et j'ai vu énormément de changements sur les une ou deux dernières années. Et la raison pour laquelle ça va être moins tenable, c'est que ces données vont être finalement de plus en plus auditées. Et publiques. Et pour certaines entreprises dont on fait partie, on va publier maintenant nos résultats corrigés de notre empreinte carbone. Nous, donc les objectifs qu'on a pris pour éviter toute ambiguïté, c'est surtout le périmètre, hein, pas simplement le carbone qu'on met sous contrôle, mais aussi notre carbone sous influence. Et donc on va publier des résultats. Donc on va dire par exemple l'entreprise c'est tel bénéfice, mais compte tenu de son empreinte carbone, ses bénéfices, elle a créé des externalités négatives d'une certaine manière, donc ses bénéfices vont être réduits d'autant. Ce qui amène à votre deuxième question, c'est quel est le bon prix du carbone? Et là, moi je dois dire effectivement que on vient de déployer depuis le mois de juillet un prix du carbone interne dans notre entreprise, et on a estimé que pour pouvoir faire changer les comportements, on l'a mis à 80 € la tonne. Non, c'est pas le même que la compensation. C'est le prix que doivent payer, c'est-à-dire la pénalité que payent nos différentes opérations quand elles émettent du carbone. Alors, c'est une sorte de taxe interne de carbone. Il y a aussi des façons d'obtenir des crédits. Bon, ça nous emmènera assez loin. Donc, c'est un système qui marche dans les deux sens. Mais on s'est dit que pour pouvoir faire bouger effectivement notre business, etc., on s'est dit, voilà, 80 € la tonne, ce qui fait bouger. Donc, moi, je pense que le prix de la compensation, pardon, je ne sais pas le business d'Ecoact, mais va monter dans les prochaines années. Ah oui, alors effectivement, très bonne relance, j'ai envie de dire. Pour moi, là, on met le doigt sur deux choses. Le prix auquel devrait être, le prix carbone auquel devrait être, auquel devrait être la tonne carbone dans les pays développés, et le prix auquel il devrait être dans les pays en développement. Clairement, le coût de la vie n'est pas le même, les infrastructures ne sont pas les mêmes, et le coût du changement est beaucoup plus cher dans les pays développés. Effectivement, d'ailleurs, ça me renvoie à une étude assez lointaine maintenant du CDP, du Carbon Disclosure Project, qui avait effectivement estimé que, dans toutes ces études et tous ces rapports qu'il avait pu, toutes ces informations qu'il avait pu collecter auprès de ces entreprises qui publient leurs performances, que 80 € de mémoire, ou 80 $, je crois, c'était dans ces ordres de grandeur, c'était, on va dire, le bon prix du carbone pour une transformation. Mais ça, c'est le prix du carbone pour plutôt les pays développés qui, nécessairement, je veux dire, autrement dit, on ne peut pas appliquer la même taxe carbone dans les pays développés que dans les pays en développement. C'est impossible. Vis-à-vis du prix du marché carbone et de la compensation carbone volontaire, effectivement, il y a énormément d'études, et ça, c'est pas Ecoact qui le dit, que les prix vont augmenter x10, x20, aussi parce que, effectivement, les pays développés se développent de plus en plus, mais aussi parce que la demande va s'accroître. Et comme on est quand même sur un marché ouvert, plus il y a de demande, avant qu'il y ait autant d'offres, le prix va augmenter. Et donc effectivement, toutes les estimations, toutes les prospectives là-dessus estiment que les prix de la compensation carbone volontaire vont augmenter de x10, x20, voilà, dans les 10 prochaines années. Ouais. Alors peut-être on prend plusieurs d'un coup, si ça vous va. Donc je vous en prie, monsieur. Je veux dire, les impacts santé, les impacts de diversité, les impacts services environnementaux, ils sont bien au-delà de ça. Quelle réalité il y a vraiment derrière ce prix du carbone, qui soit à 80 € en interne, ou qui soit à 3 € sur le projet qui va absorber ces tonnes de CO2, quand bien même elle les absorbera, puisque la répartition finalement entre les trois grands puits de carbone va toujours un peu être la même, hein. C'est-à-dire que la photosynthèse va absorber un quart des émissions, l'atmosphère la moitié, et puis l'océan le dernier quart. Donc voilà, quelle réalité se cache derrière ça? Quelle est votre position sur ce prix-là? D'accord. Vous l'avez déjà un peu... Oui, mais on va compléter. Ok, je vous en prie. Je suis un peu hors sujet, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les ressources de l'ES aussi, mais là, on est très énergie.
énergie, très économie, etc. Bah, si vous voulez, on en discute après alors. Ouais. D'accord. Faites un glow. Ça marche. Oui. Alors, moi, ma question concerne plutôt votre méthode Oui. d'évaluer justement l'empreinte carbone d'une entreprise. J'entends de plus en plus d'entreprises qui indiquent qu'elles vont avoir recours à des énergies vertes. J'ai lu récemment un livre qui met un vrai point d'alerte, la guerre des métaux rares, un vrai point d'alerte sur l'empreinte carbone, mais pas que carbone, sociale, sociétale, l'empreinte globale de ces énergies vertes qui font appel à des matériaux fabriqués en Chine dans des conditions assez effroyables. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vous intégrez ces éléments-là quand vous faites des bilans carbone d'une entreprise qui souvent est fière d'annoncer qu'elle fait appel à des énergies vertes? D'accord. Une troisième je vous en prie. Moi aussi, je ne savais pas trop le rapport avec ce carbone, c'est sur ce que vous avez dit avant. C'était par rapport au fait que vous avez dit qu'il fallait pérenniser certaines actions du confinement pour pouvoir maintenir une réduction des gaz à effet de serre et notamment le télétravail. Mhm. Mais sauf que pendant le confinement, il n'y a pas que le télétravail, il y a eu globalement une baisse de la consommation en général et d'autres actions qui ont mené à une baisse des gaz à effet de serre. Et du fait que l'utilisation de plein d'outils informatiques consomme énormément d'énergie, est-ce que c'est vraiment le télétravail qui va permettre de compenser cette augmentation des gaz à effet de serre? D'accord. Alors, je suis désolé, là, il est l'heure, je crois. Donc, on va répondre à ces trois questions. Et puis, pour les autres, on est à votre disposition à la sortie de la salle. Alors, sur les prix du carbone, est-ce que tu me laisses y aller? Ouais, ou vas-y. Alors, aujourd'hui, effectivement, quand on met 80 € la tonne, ça n'intègre pas les coûts sociaux qui peuvent se cacher derrière l'impact du changement climatique. Cela étant, l'objectif du prix carbone à 80 € pour Atos, là je parle sous ton contrôle, c'est d'induire un changement. Quand vous investissez, le coût social non plus n'est pas pris en compte. Donc finalement, c'est plus un outil d'aide à la décision pour induire un changement que monétariser réellement le coût du changement climatique. Donc pour moi, 80 €, et j'ai presque envie de vous dire, ça dépend de chaque activité, de chaque entreprise. Donc si 80 €, et c'est pas nous qui avons élaboré le prix carbone d'Atos, donc je ne peux pas vous dire, mais si 80 €, ça induit finalement un changement dans les prises de décision dans le business d'Atos, eh ben c'est très bien, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Et après, il faut prévoir une augmentation, puisqu'on doit aller de manière, on va dire, en augmentation au fil du temps. Tu veux compléter? Non, D'accord. c'est tout à fait ça. Pour ce qui est des différents prix qu'on annonce sur le marché, je me souviens qu'il y avait aussi l'EPA aux États-Unis qui avait annoncé le coût social du carbone à 100 € ou 100 $. Je me souviens plus. Très sincèrement, il y a beaucoup de débats sur le prix du carbone. Même le rapport Kiné d'ailleurs impose, des échanges sur les différents niveaux de prix du carbone pour induire une transformation. Et aujourd'hui. Je vais un peu me répéter, mais je pense que ce qui est important, c'est de trouver un prix du carbone qui induit un changement de comportement. C'est pas tant la valeur. Voilà, ça c'est pour la première réponse. Deuxième question sur la mesure. Tu me la laisses aussi? D'accord. Sur la mesure, alors oui, les terres rares, c'est un vrai sujet j'ai lu le même bouquin. Effectivement, on apprend énormément et ça nous fait nous poser beaucoup de questions. Maintenant, sur le changement climatique, on a besoin de recourir aux énergies renouvelables. Peut-être, et alors ça c'est très prospectif, peut-être que c'est pas la solution ultime et que il sera nécessaire d'en trouver d'autres. L'hydrogène en est une, encore faut-il qu'elle soit produite de manière propre. Oui. Mais aujourd'hui, dans l'empreinte carbone je peux vous le dire, l'empreinte carbone des énergies renouvelables, on prend en compte tout le processus, mais on ne prend pas en compte, malheureusement, on ne prend pas en compte la raréfication des terres rares, les conditions d'extraction, on ne les prend pas en compte. Donc oui, le carbone n'est qu'une composante environnementale et sociale. C'est pour ça qu'il y a d'autres analyses qui existent, comme les analyses de cycle de vie, qui justement, pour le coup, dans le cadre de ces protocoles-là, vont analyser justement la raréfaction des ressources. Donc pour une analyse plus holistique, préférez effectivement l'analyse de cycle de vie que juste, entre guillemets, le bilan carbone.
La dernière question portait sur... Oui, le télétravail. Est-ce que c'est la solution pour lutter contre le changement climatique ? Mon avis personnel, c'est que ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions. Le transport est quand même est un des responsables importants des émissions de gaz à effet de serre, et notamment des pays développés. Le télétravail peut permettre de diminuer du coup l'usage des transports. Oui, mais aujourd'hui, le rapporté à la... Comment je pourrais dire ? À l'unité fonctionnelle, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le bilan net est très... Oui, le bilan net, voilà, merci. Le bilan net de l'impact, il est quand même très en faveur de l'utilisation du digital. Moyennant le commentaire dont on vient de parler de l'extraction des minerais des terres rares. Mais non, le bilan net est vraiment en faveur du numérique. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai bien aimé l'introduction de Philippe sur... c'est à la fois un problème, parce qu'effectivement il y a les terres rares, il y a la consommation énergétique, mais c'est aussi une solution. On l'a vu avec les travaux sur lesquels travaille Atos. Ouais, moi ça me donne... ouais, ça me fait rêver de me poser sur ces questions et sur ces propositions et ces solutions, parce que je pense qu'il y a du potentiel. Ouais. Voilà, merci beaucoup à tous et à votre disposition pour la suite.